On va continuer avec ce concept présentation, discussion entre intervenants. Et on commence avec Hans-Georg Kessler. Il travaille, je ne sais pas, qui a déjà acheté ou mangé des produits de Biofarm. Et puis il travaille pour Biofarm. Et Biofarm s'efforce de faire progresser la diversité dans les champs et les vergers bio en conseillant les agriculteurs et en leur achetant et commercialisant leurs produits. Hans-Georg est responsable du département agriculture et, à ce titre, il tente de concilier la culture et les possibilités de vente de grandes cultures spécialisées suisses de l'agriculture biologique suisse. Il va nous partager ses observations sur la transition de l'agriculture suisse vers une production résiliente au changement climatique et à ce que cela signifie pour nous, les consommateurs et consommatrices. Yves Patardan, il est paysan et vigneron à la Mernière à Genève et membre de la commission climat chez Unitaire. Ce paysan libre, penseur et vecteur d'énergie positive ouvrira après la discussion en répondant à la question quel récit imaginer pour sauvegarder notre autonomie future sur cette terre. Et si, jusqu'au moment que Yves commence sa présentation, vous n'étiez pas encore très actif, il va vous stimuler et interpeller. Et je me réjouis beaucoup d'abord d'entendre Hanski et puis après Yves et puis enfin les deux ensemble. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup Christine. Je vais vite un peu vous présenter ce que fait Biofarm. Alors, oui, Biofarm c'est une coopérative, on a fêté les 50 ans l'année dernière. On commerce des produits, on commercialise des produits bio. Ce sont d'un part les récoltes des grandes cultures, mais aussi on commercialise aussi les fruits bio. On fait tout, on peut dire exclusivement direct pour l'alimentation directe humaine. On a deux chaînes d'écoulement principales, on peut dire, c'est les produits Biofarm qui sont vendus dans les magasins bio, dans les magasins de ferme. Mais on est aussi fournisseur de la matière première, soit des céréales, soit des oléagineux, des fruits, pour les transformateurs et pour aussi les grands distributeurs. On a 800 fermes fournisseurs en Suisse et on est une entreprise relativement petite. Ça veut dire, oui, avec 43 employés, avec sur le plan de 100% employés, c'est 25 emplois qu'on a, et on a environ 700 clients, c'est-à-dire les magasins, les privés et les grandes entreprises. On fait relativement peu avec ce nombre employés, on fait l'emballage, on fait le commerce, mais on ne fait pas, par exemple, la mouture, la transformation. Pour ces travaux, on a des partenaires dans la Suisse entière. Et bon, avec le chiffre d'affaires de 20 millions, on peut dire qu'on n'est pas une entreprise trop grande, mais quand même, je pense pour la diversité, on travaille vraiment pour l'améliorer. C'est un peu ça le but de nous, et je pense que c'est intéressant d'avoir écouté qu'on a les mêmes buts en Afrique, c'est de promouvoir la biodiversité dans les champs, parce que c'est un principe important pour la durabilité, et c'est aussi un facteur important faisant face aux impacts des changements climatiques. Et d'autre part, ça nous donne aussi
nourriture avec plus de variabilité. Un facteur important, c'est aussi la politique, dont probablement Yves va aussi parler un peu plus. Et c'est par exemple les mesures à la frontière, c'est une question importante pour nous en Suisse parce qu'on a une concurrence très forte. Et en même temps, on a toujours le facteur des frais de coût élevés ici en Suisse. Et c'est quelque chose qui limite un peu la promotion de la biodiversité. Je pense que ça sera aussi un sujet de notre discussion. Oui, parce que oui, la production ici, surtout des spécialités, est beaucoup plus haute. L'impact, comme moi je le perçois personnellement, c'est ce réchauffement, la sécheresse. Il nous faut aussi un peu changer de culture. Vous avez probablement même écouté dans les forêts, on a besoin d'autres arbres, ce qui est un défi aussi plus important que dans l'agriculture, parce que dans les forêts, c'est quelque chose qui ne va plus à long terme. C'est clair, la production végétale pour l'alimentation directe est mieux et plus efficace avec la production végétale. C'est-à-dire il faudrait moins produire des animaux ou moins produire du lait, mais en même temps, on voit aussi que ces événements météorologiques extrêmes, comme le grêle ou les orages forts, ils engendrent des dégâts qui sont encore plus forts, plus destructifs dans les grandes cultures. Et quand on a par exemple des prairies, c'est quelque chose qui reste, un orage, une chute de grêle peut détruire une coupe d'une prairie, mais après on a une autre coupe qu'on peut récolter. Par contre, quand on a une grande culture, elle est détruite entièrement, comme ce photo du maïs démontre. Donc, c'est aussi un principe important pour gérer les impacts des changements climatiques. C'est repartir le risque, faire différentes cultures. Et il faut aussi faire face que, même qu'on parle toujours de diminuer la consommation de viande, de produits laitiers, on doit quand même garder un certain taux de production animale pour repartir le risque et aussi pour avoir des prés dans le paysage qui sont plus résilients avec les événements extrêmes. Et surtout la diversité, je pense ça. On a déjà écouté différentes fois ce matin. Le millet, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parlé, des représentants africains. On a parlé du sorgho, qui est aussi une famille du millet. Et ça, c'est une culture qu'on a introduite en Suisse, de côté de Biofarm, ensemble avec les chercheurs de Agroscope, il y a 20 ans. Et oui, on a fait des essais pour apprendre la manière de culture. Et maintenant, on est arrivé à un point où on pourrait vraiment élargir la surface. On cultive maintenant sur 350 hectares de côté de Biofarm. Par rapport à la surface de blé en Suisse, avec les 80 000 hectares, c'est relativement peu. Et même aussi avec les 7 200 hectares de blé bio,
c'est relativement peu, mais quand même, l'intérêt de côté des producteurs, des agriculteurs est assez bien. Et oui, c'est la demande. C'est la demande du côté des consommateurs qui limitent beaucoup notre production de millet, qui serait une culture très adaptée parce que la durée de végétation est très courte. Donc le risque d'avoir aussi de subir un impact fort climatique est moins grave. Et elle fait des bons rendements avec très peu d'engrais et d'eau. Elle s'approvisionne seule, elle n'a pas besoin de l'irrigation. Donc c'est vraiment une culture très adaptée à ce changement climatique. Vous allez probablement aussi goûter les petits gâteaux de millet que j'ai emmenés. Sinon, vous pouvez encore faire après. C'est vraiment un peu la question. On pourrait, je pense aussi des participants africains, on pourrait apprendre encore beaucoup comment consommer le millet, les différents plats de millet. C'est ça un peu pour vous motiver, pour réveiller le faim, l'envie de manger à 7 heures. Hein, c'est méchant de moi, pardon. Oui, c'est un peu ça. Les recettes sont disponibles et les producteurs, même ici aussi dans la région genevoise, où on a souffert beaucoup de la sécheresse, ils aimeraient bien produire plus de millet. Il y a aussi d'autres cultures comme le sorgho, il a déjà, c'est ça, le sorgho. Ça, c'est une variété de sorgho sucré qui pourrait probablement un jour remplacer les betteraves sucrières en Suisse, je ne sais pas. On verra. L'awam, c'est aussi une culture qui va très bien, ou le sarrasin. Probablement vous, en Suisse romand, vous connaissez mieux les galettes de sarrasin. Par contre, en Suisse alémanique, on n'est pas du tout mangeur de sarrasin. Aussi le tournesol est une culture qui va bien dans les périodes plus secs. Bon, si vous avez des questions, je suis encore à votre disposition, sinon je passe à Yves. Oui. Merci beaucoup. J'avais juste, Emma, elle a fait à manger pour midi, et puis il n'y avait plus de millet. Elle voulait faire avec du millet tournerelle, et il y en a plus. Alors on va attendre. Alors on va avoir une salade de lentilles, mais elle ne va pas ça. Elle est bien aussi. Pas de millet dedans. J'ai des galettes mais sans millet. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? On compte en fait 1 heure pour le tout, comme ça à 1 heure on peut aussi manger. Donc on a toujours du retard, mais je crois que c'est important que vous deux, vous avez aussi assez de temps, chacun de présenter d'abord lui-même, et puis après de parler entre vous, n'est-ce pas? On va déjà m'éloigner de la machine. On peut mettre ce micro en action. Je peux me permettre une question pratique. Il est panifiable, le millet? Il est panifiable? Non, il ne contient pas de gluten. On peut faire du pain, mais c'est vraiment un pain très très différent. Très cartonné, très sec, comme Oui, le pain oui. lentilles. On pourrait le mélanger par exemple avec la farine de sarrasin. Oui. Mais c'est très différent. C'est pas la meilleure chose de manger le maïs. Merci. Oui. Est-ce que le changement de comportement, ce qui est acceptable, ce qu'on aime manger, ça prend du temps à modifier. Aujourd'hui, il y a une vague chez les jeunes pour manger de l'avoine. Ensuite, il y a des influenceurs qui font du fitness. Donc, on peut discuter sur la forme qui justifie les moyens, mais tout
toutefois, on voit quand même chez certains adolescents une montée de la consommation d'avoine et notamment de flocons d'avoine. Nous, on aime bien en nutrition parce que c'est extrêmement riche en fibres. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de s'associer aussi avec des leaders d'opinion en fonction des publics pour pouvoir augmenter les changements et proposer justement ces consommations de millet et peut-être d'utiliser un peu des techniques qui permettent de rendre ça plus accessible parce que c'est clair qu'il y a des produits qui vont prendre énormément de temps à modifier les comportements alimentaires et à rendre acceptable et désirable l'aliment. C'est vraiment la manière qu'on vous... Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et des influenceurs qui sont pas forcément idéaux par rapport à ce qu'ils proposent, mais il y a toute une vague de consommer des flocons d'avoine, etc. En Suisse romande, manger du bircher, ce n'était pas possible il y a encore quelques années en arrière. Et grâce à ces gens, peut-être une chose qu'ils ont bien fait, je critique passablement d'autres choses par rapport aux influenceurs, mais au moins il y a eu une augmentation de la consommation de l'avoine chez les jeunes adolescents qui mangeaient assez mal avant. Et donc, parce que ces gens ont mis ça en avant en disant que pour faire le muscle, ils mangeaient de l'avoine. Peut-être d'utiliser les canaux de communication pour rendre désirables ces aliments chez les jeunes, que peut-être nous, on n'aurait pas ces canaux-là, mais ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Oui, je pense que ça c'est fondamental, oui, la communication. Pour nous, en tant qu'organisation suisse, pour promouvoir le changement dans l'agriculture suisse, il nous faut aussi que ce soit important que les gens mangent aussi le suisse. C'est pour promouvoir le changement. Quand on m'a proposé de cuisiner votre menu avec du millet, j'ai fait le parallèle avec la quinoa. Quand la quinoa a été imposée en Suisse, pour l'imposer, ils l'ont installée dans des restaurants scolaires. Ils ont fait de l'éducation au goût. C'est-à-dire les premiers Suisses qui ont mangé de la quinoa, c'était les enfants de la fourchette verte. Donc à partir de là, la quinoa, parce que... Alors l'idée de l'Instagrammeur, moi, je la trouve abjecte sur un point, c'est sur l'Instagrammeur lui-même. Je trouve ça inconcevable dans un contexte de combat social de commencer à salarier des gens qui vendent du vent. En fait, vraiment. Hein. Par contre, l'introduction de la quinoa, comme elle a été faite en Suisse, elle a été très intelligente parce qu'elle a été durable. La preuve, dans la consomme, c'est devenu un bien de consommation commune. Il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était. Ça s'est passé dans les cantines. Dans les cantines, par le biais des menus de la fourchette verte, ils ont habitué les enfants, les tout petits, de 6 et 8 ans, à manger de la quinoa. Et du coup, ça a exporté cette consommation-là dans les ménages. Parce que les enfants génèrent là-dedans. Il emmène l'idée à la maison. C'est très intelligent comme cette affaire, mais en plus, il ne fallait pas payer un Instagrammeur. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait avec toute la retenue de la fin du pipi des moyens. Peut-être qu'on a d'autres manières de le faire et des gens qui politiquement sont OK, ils sont désirables dans cette population. Ça, c'est clairement aussi le changement de l'alimentation, c'est clairement un des objectifs de la Confédération pour la stratégie climat. Et je vous invite vraiment à écrire sur la banderole aussi avec les écoles, avec les cantines scolaires, commencer à influencer les petits, etc. Écrivez, soyez libres, il y a plein de couleurs et c'est important. Il y a plein de places aussi. Je voudrais vraiment maintenant laisser la place à Yves pour... ouais. Là, c'est bon? Je l'ai? Oui. Bon, alors, vraiment, je veux remercier Antje parce qu'il a été hyper court. En fait, les gens qui sont dans la pratique, dans le faire, eh ben, c'est très simple d'expliquer ce qu'on fait. Et je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si je serai aussi pertinent. Donc, je m'appelle Yves, je suis paysan dans un domaine de 45 hectares, céréales, vignes, arbres fruitiers. Nous sommes formateurs d'apprentis, 6 emplois à plein temps sur l'année, nous recevons l'école à la ferme. Ça nous permet de situer un petit peu. Aimons le temps long. J'ai pu mesurer en 35 ans bien des changements. Au printemps, dans les années 90, j'espérais que l'été serait beau. Pourtant, depuis la sécheresse de 2003, nous avons été confrontés avec fulgurance au climat. Les années passent et aujourd'hui, au printemps,
J'espère que l'été ne sera pas trop chaud et qu'il y aura de l'eau. Aujourd'hui, le gel, la sécheresse et la chaleur s'intensifient. Cela entraîne des pertes de rendement significatives. Les jeunes vignes ne se développent pas ou s'affaiblissent. Ces 5 dernières années, nous avons planté de nombreux arbres fruitiers, dont des amandiers et des pêchers. La mortalité de nos arbres a été importante cet été, malgré 5 à 7 arrosages. Cette dépendance au climat a entraîné chez moi un lien viscéral à la nature. Ce lien à la nature, combien de personnes la vivent aujourd'hui dans leur quotidien, soit économique, soit social? En Suisse, 1 à 3% maximum. 30 à 90% dans le reste des pays qu'on appelle en développement. Cela peut expliquer l'apathie d'ici et la colère de là-bas. Ma sensibilité, ma curiosité m'ont conduit à expérimenter d'autres chemins que ceux prônés par les autorités et les tenants du modèle agricole actuel. J'ai été incité à devenir un exploitant agricole, avec pour priorité de produire plus. Moi, je souhaitais rester paysan et produire mieux. Je le reconnais, ceci sans toujours y parvenir, en apprenant de mes défaites. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la Suisse et de notre agriculture, pour partager mes questions avec vous. Des questions induites par la situation alimentaire et climatique que nous vivons aujourd'hui. Depuis 40 ans, nos gouvernements, nos institutions, nos entreprises élaborent de multiples réponses pour résoudre les enjeux climatiques, environnementaux, alimentaires et sociaux, avec des résultats factuels ne répondant absolument pas aux problèmes existentiels auxquels nous sommes livrés. Pourquoi des résultats aussi pathétiques? Sans chercher à y répondre, ce que j'aimerais élaborer avec vous, ce sont des questions. Car c'est à partir de questions pertinentes qu'une société peut définir pour le bien commun l'indispensable à défendre et à développer, et le superflu à traiter comme tel. C'est ensemble que nous pouvons mesurer les limites, faire des choix, définir des priorités et procéder à des renoncements. Le constat aujourd'hui, en 2 ans, les glaciers suisses ont perdu autant de volume que de 1990 à 2010. Tous les indicateurs s'accélèrent. En réponse, le Parlement vient d'allouer 5,3 milliards. Pourquoi? Pour accompagner l'agriculture suisse dans les changements indispensables? Non. Pour étendre le réseau routier. Est-ce raisonnable? Je ne le pense pas. Alors, posons-nous des questions. Pour élaborer avec vous les bonnes questions, j'aimerais, si vous voulez bien, votre participation. Faire un petit test sur l'énergie de l'alimentation, l'énergie tout court. Êtes-vous d'accord? Oui. Ceux parmi vous qui travaillaient dans le primaire, non, excusez-moi, dans le tertiaire, merci de lever la main. Merci de laisser la main levée. Ceux d'entre vous qui ont la main levée, avez-vous déjà réfléchi, imaginé pouvoir vivre avec seulement 25% de l'énergie que vous utilisez aujourd'hui? Si c'est le cas, levez votre deuxième main. J'estime à peu près, allez, moitié-moitié. Voilà, voilà. Maintenant, j'essaye autre chose. Ceux d'entre vous qui travaillez dans le primaire ou dans le secondaire, levez une main. Ah, il n'y a pas grand monde, hein. Et levez la deuxième main si dans le même cas, vous avez déjà imaginé pouvoir... il y a presque tout le monde.
En fait, ça répond à ce que je voulais. Je m'attendais à 2 fois plus de double main levée parmi les emplois primaires et secondaires. Il me semble qu'il est plus facile de s'imaginer vivre avec moins pour ceux qui sont dans une activité pratique, car ils disposent en général d'une autonomie manuelle qui est en fait de l'énergie. Et c'est sûrement plus difficile de s'imaginer vivre autrement pour ceux qui dépendent intégralement des machines. Pourtant, en 2050, selon les éléments scientifiques que nous connaissons, vivre avec 25% de l'énergie consommée aujourd'hui est une probabilité non négligeable. Situation que nous pourrions bien vivre de gré ou de force. Comment se fait-il que notre imaginaire refuse d'explorer une autre voie qui tienne compte de cette perspective? Car la majorité des gens quand même, qui sont ici voilà, sont déjà dans un certain mouvement d'une prise de conscience. Mais si on faisait ce genre de demande suivant quelle entreprise ou structure ou moment, je pense que les chiffres, ce serait énorme, ceux qui restent avec une seule main levée. Comment se fait-il? Alors, voilà, je l'ai déjà dit. Si nous n'arrivons pas à imaginer un idéal souhaitable, il est naturel que nous refusions tout changement qui puisse remettre en cause notre confort. C'est là où nous en sommes aujourd'hui en Suisse. Comment se fait-il qu'il y a si peu de recherches, de livres, de débats et de films qui ouvrent la narration d'une autre vie, d'une autre société, d'une autre économie, d'une autre agriculture, où le développement personnel serait en lien avec le développement commun et celui de la nature? Les seules références en la matière sont le livre La Belle Verte de Colin Serrault, de 1996, le livre Ecotopia d'Ernest Callenbach de 1975, et plus récemment, Reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de narratif d'un autre possible, joyeux, fraternel, dans notre société. Et je pense qu'on a un gros problème aujourd'hui, c'est la culture, c'est les chercheurs, c'est les artistes qui devraient écrire des livres, faire des films d'un avenir souhaitable pour qu'on puisse l'imaginer aussi. Et je crois que ça, c'est un grand manque. Alors, vient là ma première question. Comment élaborer un récit commun souhaitable où la majorité d'entre nous serait prête à adhérer et à participer au changement politique, économique et agricole indispensable? Vous allez avoir maintenant la parole. Je vous demande juste d'être concis, parce qu'on n'a pas trop de temps. Après, j'aurai 2-3 autres questions que je vais aussi mettre en scène. J'aimerais vraiment bien qu'on puisse encore bien discuter, donc on est à votre disposition. Donc, la question qu'on pose, comment est-ce qu'on peut élaborer un avenir souhaitable ensemble? Merci. Je vous écoute. On peut prendre le modèle de Renault, par exemple, qui existe depuis 48 ans. Alors, je suis très impliqué à l'Ondomaï, donc je peux répondre. Oui, tout à fait, mais c'est ce qu'on appelle ces modèles alternatifs, même très alternatifs, marginaux, par une tranche de la population vraiment très très faible, qui a mis en place des systèmes d'autogestion, mais surtout des systèmes qui partent par le bas, et de participation, d'élaboration des communs et de la vision politique, parce que c'est des mouvements aussi politiques. Je crois. Est-ce que vous connaissez l'Ondomaï? Non. Alors, bah, je vais juste... c'est pas des 68 ans. Donc c'est vrai que c'est dans les années 70, dans l'Ondomaï à 50 ans. C'était souvent des universitaires qui voulaient... qui ne se reconnaissaient pas dans le modèle actuel. C'était un mouvement anarchiste qui a vraiment essayé d'élaborer une agriculture autrement, en mettant petit à petit en place des villages. Il y en a environ 10 structures entre l'Ukraine, la France, l'Allemagne et la Suisse. Maintenant, ceux qui ont monté les projets sont des retraités. Ils ont mis en place pour les jeunes de nouveaux villages.
ils font de la production, ils font de la valorisation, ils travaillent la laine, ils travaillent le bois, ils travaillent beaucoup avec les chevaux. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un esprit communautaire très très fort dans le genre de structure. Par exemple, il n'y a pas de salaire, c'est-à-dire qu'il y a un pot commun. Donc c'est quand même des systèmes qui peuvent paraître souhaitables pour un certain nombre, mais qui sont aujourd'hui difficilement possibles de remettre en place comme ça. Ouais, mais on peut l'adapter à la situation actuelle. L'idée, c'est de faire des petites unités partout, de ne pas centraliser, mais de décentraliser pour avoir des petites structures où il y a une solidarité, où on peut faire des échanges. Bon, alors, je rebondis. J'envoie une de mes questions comme ça, parce qu'elle correspond tout à fait à ça. Devons-nous continuer à attendre des solutions qui viennent d'en haut ou créer des communs qui permettent d'œuvrer et de changer d'en bas? Alors, ça répond un petit peu à cette question. Alors, par rapport à Genève, le MAPC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne. C'est 40 structures à Genève. C'est une énergie vraiment avec passablement de jeunes. Aussi c'est des structures qui, pour la plupart, ne touchent aucune aide, aucun soutien, qui ne sont absolument pas reconnues par le système étatique, parce qu'il y a trop de liberté. C'est souvent des structures qui ne sont pas vraiment prêtes à accepter des sous-joues de l'économie. Et le souci aujourd'hui, elles sont pourtant totalement citées par les autorités pour régulièrement, comme exemple, pour leur engagement dans la transition écologique. Alors, ces petites structures sont utilisées dans la communication du système, si on veut bien, en disant c'est l'avenir. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est demain. Mais aujourd'hui, la plupart de ces structures sont en grande difficulté. Soit les structures participatives au niveau des magasins, les magasins bio, les magasins de quartier, les productions en coopérative et tout ça, les paniers, toutes ces structures-là livrées au libre marché, aujourd'hui c'est très difficile pour elles. Donc c'est pour demain, mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a rien qui est fait au niveau des structures de notre société, c'est-à-dire mis en place par l'État. Rien, il ne faut pas exagérer. Il y a très peu de choses qui est faites aujourd'hui. Aussi pour l'accès à la terre, on a la même problématique. Des beaux questions? Oui, est-ce qu'on pourrait imaginer d'enlever complètement les pesticides et refaire dans tout le pays une plantation propre, purement écologique? C'est envisageable? C'est un des éléments qui peut être questionné. On a une chance énorme en Suisse. C'est quand même cette question, elle a été posée il y a 2 ans en arrière. Elle a été posée d'une façon, vraiment, je trouve que c'était une très bonne question, parce qu'elle mettait en parallèle 2 éléments. C'est la façon de produire en Suisse et l'obligation pour les produits qui venaient d'ailleurs d'être conformes à ce qui allait être mis en place en Suisse. Et là, le gouvernement n'en veut absolument pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut le libre marché total. Donc, de mettre en place ce genre de structure ici, par rapport à la gouvernance de l'État, ça ne pouvait pas être possible. Et aussi, il faut reconnaître que les milieux agricoles, aujourd'hui, sont arc-boutés dans leur preuve. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un, donc vous avez 10 ans pour changer de process, ils pensent que c'est tout de suite. Et il y a une grande, je pense qu'il y a une monstre peur du monde paysan. Il y a un gros problème au niveau. Moi, je m'étais très engagé par rapport à ça. J'avais proposé à tous mes collègues, j'étais responsable de la formation continue dans ma région. J'ai envoyé un mail à tous mes collègues, 6 mois de les votations. Réunissons-nous, discutons-en, qu'on s'entende. Personne n'a répondu à mon mail. Donc, c'est pas simple.
Moi, je voudrais revenir sur la difficulté entrepreneuriale. Alors, je voudrais revenir sur la difficulté entrepreneuriale. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté. Je peux vite rebondir pour les pesticides. Est-ce que c'est vrai, j'ai entendu un bruit comme quoi il y avait une manif aujourd'hui sur la place fédérale contre la diminution. Non, t'as rien entendu. Non, je regarde Saskia parce que je me dis. Non, ouais, peut-être, alors justement, ce qui serait bien, c'est d'entendre par rapport aux pesticides, vu qu'ils représentent une filière par rapport à ça. Et puis après, on revient sûrement, et puis aussi en dialogue, oui. Bon, l'agriculture biologique démontre que c'est possible de produire sans phytotoxiques pour l'environnement, parce que on utilise aussi des phytos dans l'agriculture biologique, non? Surtout dans les vergers, dans les vignes, mais ce sont des phytos qui n'ont pas un impact destructif comme les agents chimiques. Non? Alors c'est possible. Mais j'ai discuté hier, c'est la UDC du canton de Berne, les unions des agriculteurs conventionnels. Ils veulent faire une initiative pour démontrer que c'est indispensable d'utiliser les pesticides. C'est vraiment, oui, c'est une lutte folle de ces gens qui veulent convaincre les consommateurs que c'est absolument nécessaire pour nourrir la population d'utiliser ces intrants chimiques. Oui, parce qu'ils veulent produire avec, pour eux c'est plus efficace, mais c'est pas vraiment. La réalité de ces 7000 producteurs en Suisse qui produisent selon le cahier de charge de BioSuisse démontre que c'est pas vrai, non? Mais oui, l'autre chose que j'ai voulu aussi en parler, c'est le sujet de l'obligation, non? Ou le libre marché. Parce que ça, c'est. On peut dire après. Oh, ok. Ouais, parce que pour aller un peu plus loin au niveau des pesticides, moi j'aime bien ce qui est factuel. Est-ce que parmi les 7000 paysans qui sont mis au bio, est-ce qu'il y en a qui ont arrêté le bio? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté? Il y en a peut-être quelques-uns. Mais si, moi, pourquoi je me suis mis dans cette démarche? C'est absolument pas pour sauver la planète. C'est juste pour être bien avec ce que je fais. Et ça, c'est énorme. La relation à l'estime de soi, avoir l'impression de se faire du bien, avoir le sentiment de faire de son mieux par rapport à sa terre, mais ça nourrit. Je veux dire, ça nourrit notre ego. Et ça, c'est un élément très important, et c'est pour ça qu'il y a un gros problème à ceux qui s'opposent à ça, c'est qu'ils sont tellement arc-boutés dans leur peur et dans le patriarcat, parce que mon père avait ce discours-là sur le bio, mon grand-père avait ce discours-là, puis mon arrière-grand-père, il était bio, mais il ne le savait pas. Et tout ce cheminement-là fait qu'il y avait une monstre tension, et ce qu'il ne faut pas oublier en Suisse, qui est particulier, il y a 40 ans, on était un pays exemplaire dans notre politique agricole. C'était la référence. Et petit à petit, on a vu le poids de l'industrie chimique en Suisse. On est le pays de la chimie. Et la grosse problématique, parce que nous sommes formateurs d'apprentis, hein, c'est les profs des écoles d'agriculture, des écoles de viticulture sont tous formés à la chimie en Suisse. Il n'y a que cette formation-là. Et ce qu'il y a, c'est que les chercheurs, c'est la même chose. Donc toute la recherche, une bonne partie de la recherche depuis 25 ou 30 ans a été vraiment dans cette dynamique. Et le gros souci, moi je pense pour aujourd'hui les professeurs, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour pouvoir proposer autre chose. Et ça amène une tension énorme, c'est que les jeunes qui sont en formation, c'est des... Je crois qu'il y a 3 ans, c'était encore une option, le bio. C'était pas un truc bien clair, c'était une option. Je prends le bio comme si je prenais le latin. Et ça, c'est très très fort. Et quand on voit les professeurs, le discours qu'ils ont, le problème, ils ne vont pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas qualifiés. Et il y a eu
eu un monstre silence par rapport à cette problématique-là au niveau académique, qui est énorme. Et ce qui fait que maintenant, moi je parle du FIBOL, parce que vous parlez de FIBOL, j'ai échangé 2-3 fois avec le FIBOL, et je leur ai dit, mais merci de votre réponse, je ne savais pas à quoi vous servez, maintenant je le sais, je ne vous dérangerai plus. Et dernièrement, ils ont fait venir des techniciens qui viennent de France. Il y avait des gens aussi super en Valais, et il y a une dynamique extraordinaire au FIBOL. Mais en 2 ans. En 2 ans, on lit de nouveau leur mail, on les fait venir, on partage avec eux. Il y a une dynamique maintenant en Suisse. Il ne faut pas dire qu'elle n'y est pas. Mais il y a eu un tel chape de plomb entre le pouvoir de l'agrochimie et puis le système académique qui a fait qu'aujourd'hui, on n'est plus en avance du tout. Bon, à ce sujet-là, j'ai aussi mon expérience. Bon, je t'ai déjà raconté, mon père était employé de la Sandoz Schweizerhalle, où il y avait le grand boom en 1986. C'était la raison pour laquelle je suis entré dans l'agriculture bio, une des raisons. Bon, j'ai aussi fait les études à Zollikofen. Et déjà fin des années 80, on avait parlé de la production intégrée pour diminuer l'usage des pestos. Et on a déjà aussi parlé de l'agriculture biologique. Et c'est clair, comme tu dis, dans la formation, dans les recherches agricoles, la connexion avec l'industrie chimique est toujours important. Et à travers de ma vie professionnelle, pendant 30 ans que j'ai fait en tant qu'agronome, j'ai fait l'expérience que l'échange entre les agriculteurs, c'est le plus important. Et j'ai fait, avant j'ai travaillé dans le secteur animal, maintenant je travaille depuis 12 ans dans le secteur chez Biofarm, dans le secteur production végétale. Et j'ai toujours appris beaucoup des agriculteurs qui ont réalisé l'agriculture biologique sur leur ferme. Et j'ai parlé, j'ai mené des discussions, j'ai fait des visites de culture, des rencontres avec les paysans, et ça c'était le plus important finalement. Oui, il trouvait toujours plus important d'apprendre quelque chose. L'autre collègue, au lieu de lire des instructions de côté de la vulgarisation. Et merci, on n'a pas préparé la prise de parole, mais j'ai l'impression que ça marche bien, quoi. Alors, une de mes questions, c'était comment redonner la juste place aux paysans et freiner le pouvoir des experts et des gestionnaires. En fait, le savoir, c'est 90%, c'est les paysans qui le tiennent. Et on leur coupe de plus en plus de choix décisionnels. On devient plus des prestataires de services de la Confédération, hein, pour répondre aux besoins du marché. Et au milieu de tout ça, on essaie de caler le climat. Mais vraiment, comme des noix sur un bâton. Hein. Mais les paysans, ils sont complètement en jeu. Il paraît qu'il y a eu un plan climat qui vient d'être discuté par le FAI. Moi, en tout cas unitaire, on ne nous a pas demandé d'être auditionné. Donc ça se fait en vase clos. Et puis on ne sait pas ce que ça va donner. Donc les paysans sont complètement hors jeu aujourd'hui du décisionnel de leur avenir par rapport à la problématique climatique et la problématique aussi de la qualité des aliments. Parce qu'on parlait justement des pesticides. C'est terrible ce que les paysans portent et qu'ils n'ont pas apporté. Ils ne sont responsables de rien. C'est-à-dire que les choix qui ont été faits de transformer l'agriculture, la technique chimique de guerre en technique agricole, eh ben, c'est les entreprises qui l'ont fait. Ils ont fait des produits. C'est eux-mêmes qui contrôlent la qualité de leurs produits. Et ensuite, c'est la Confédération qui met des règles. Et les paysans, c'est comme le médecin qui injecte le vaccin à quelqu'un.
Mais il ne peut pas être. Si le vaccin ne marche pas, ce n'est pas le paysan qui doit être mis à défaut. C'est la Confédération et c'est le fabricant de pesticides. Et aujourd'hui, presque tout le poids est sur les paysans. Et c'est pour ça qu'il y a une monstre souffrance aujourd'hui du monde paysan. Peut-être, c'est mon avis, je pense que vous en pensez. Et du monde médical aussi, le parallèle est beau. Le parallèle est beau parce que le monde médical aussi est saturé. Enfin, c'est un beau parallèle. J'aimerais juste rappeler pourquoi on se trouve dans cette situation absurde. Si vous vous souvenez, à la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, la politique de la Confédération était très claire. Quand on parlait de libéralisation du commerce au niveau mondial, la Suisse a choisi de défendre deux secteurs, pharmaceutique et bancaire, et sacrifier l'agriculture. La théorie, c'était quoi? On peut acheter. On peut acheter même si on ne produit pas, on peut acheter ailleurs. Mais à quel prix? Quand je dis à quel prix, à tous les niveaux, la production, comme vous avez évoqué, avec la destruction de la nature, destruction de la biodiversité, la perte de qualité, c'est-à-dire que les aliments qui ne sont même pas nutritifs, etc. etc. Donc là, le choix était très clair à ce moment-là. Après, on a commencé évidemment à éliminer petit à petit, déjà en nombre très peu, en surface aussi, puisque on sait que 2/3 du pays c'est des montagnes, donc on ne peut pas cultiver, etc., etc. Mais de plus en plus, c'est devenu petit. Et malheureusement, avec ce système de un peu de subvention, on a acheté aussi le silence d'une partie de la paysannerie, ça c'est aussi le savoir. Et ces subventions, on sait aussi à qui profitent. Surtout aux distributeurs, ça on le sait aussi, en grande partie. Donc, pour revenir, comment donner la fierté aux paysans? Vous l'avez dit, vous avez parlé de l'ego, mais ce n'est pas vraiment l'ego, c'est l'attachement à la terre. Parce que vous êtes des descendants de paysans. Il y a un attachement très fort à la terre. Parce que, pourquoi? Tout bêtement, parce que ça dépend de la vie. Voilà. Les personnes qui vivent de la terre savent très bien la valeur de la terre. Donc on ne peut pas détruire, empoisonner la terre qui nous donne la nourriture et nous permet de vivre. Donc les paysans, des vrais, je parle de vrais, pas ce qu'on appelle des agriculteurs ou je ne sais pas quoi, des industriels, etc. Je ne parle pas de ça. Les paysans savent très bien la valeur de la terre. Alors, juste une petite anecdote. Comme on a travaillé sur la déclaration concernant sur les droits des paysans au sein de l'ONU avec la Via Campesina, on a eu une monstre discussion. Parce que les organisations de paysans, les délégués qui venaient ici à Genève à l'ONU, disaient « nous sommes des paysans ». Alors que les anglophones disaient « ah non, ça c'est péjoratif, on appelle des farmers en English ». Agriculteurs. Évidemment, quand vous dites agriculteurs, dedans, il y a aussi des industriels, surtout des industriels. Donc, pas vraiment des paysans. Donc, ça, c'était une monstre discussion, je ne vais pas faire très très long. Donc, la revendication, finalement, ça passait. Donc, la déclaration s'appelle les droits des paysans, en 3 langues. En espagnol, aussi on appelle campesino, etc. Donc, ça, c'était inscrit. Maintenant que les paysans doivent s'approprier pour défendre leurs droits, parce que c'est devenu une norme internationale qui est en cours. Voilà. Merci. Merci. Ouais, c'est pertinent ce que vous dites. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est déjà beaucoup en Suisse de paysans. Alors si on commence à fractionner les bons et les mauvais, je crois qu'on est mal parti. Je vais aussi raconter une histoire. C'est l'histoire qu'on vient de vivre avec... on a mis en place justement une campagne pour des prix équitables pour le blé. Et ce qui nous a sidérés, c'est le peu d'intérêt des paysans. Et ça nous a fait réfléchir, mais qu'est-ce qui se fait? Comment se fait-il
qu'ils n'arrivent pas à prendre à leur compte le fait d'avoir un prix équitable pour leur production. Et en y réfléchissant, c'est moi souvent les gens viennent vers moi qui me disent ah, t'es paysan et t'es soutenu. Regarde-moi. C'est les vieux, c'est les gens qui sont à l'AI, c'est ceux-là qu'on aide. Quelqu'un comme moi, on doit l'honorer de son travail. Et la plupart des paysans aujourd'hui, on leur dit ben, ils sont aidés, vous n'êtes pas compétitifs. Vous n'êtes pas compétitifs, ce que vous produisez, c'est cher. Donc, comment voulez-vous qu'ils s'approprient le droit de demander un salaire équitable? Et pour moi, c'est assez récent que j'ai pris ça en compte. Et on le mesure un petit peu moins en Suisse, parce que les salaires d'agriculture suisse médian, c'est à 3200 francs par mois. Hein. Et en France, 40% des paysans ont en moyenne 340 €. Alors, on peut très bien dire qu'on est privilégié par rapport aux paysans du monde, qui sont en train d'être détruits. Mais il y a ce poids énorme de l'estime de soi, comme vous dites. Et parce que si on dit ce que tu produis, c'est trop cher, tu n'es pas compétitif, et puis en plus tu pollues. Donc c'est énorme ce qui pèse aujourd'hui sur les paysans. Tout juste, par contre, t'interrompre, il y a 2 voitures qui sont juste garées devant le pont qui va vers la grange et qui gênent. C'est une voiture blanche et une voiture noire devant la grange. Si elles appartiennent à quelqu'un ou quelqu'une d'ici, s'il vous plaît, si vous pouvez déplacer votre voiture maintenant, ça serait super. Voilà, moi je laisse un petit peu en sur bien vos questions. Il y a Christine. Moi j'avais une question, une remarque par rapport à ce qu'elle dit. Est-ce que tu as envie de réagir? Oui, c'est ce truc avec la compétitivité. Non ça, c'est quelque chose qu'on a aussi en France. Il y a une semaine, j'étais à Bâle, chez Coop. Ils ont fait un projet pour rendre l'agriculture bio plus efficace, c'est-à-dire pour baisser les prix, pour parler en mots clairs. Ils parlent toujours, vous devrez être plus efficace. Et oui, je leur ai expliqué, on ne peut pas. Vos employés n'ont plus de salaire sur la base chinoise, non? Comme vos produits importés. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à vendre le produit. Et je trouve le grand défi en Suisse, c'est comment on gère un système libre avec un système qui laisse vivre les paysans ici en Suisse. Hein? C'est super ce que tu me dis, parce que ça me ramène à une de mes questions. Peut-on continuer à favoriser l'iniquité dans un monde que l'on souhaite durable? Peut-on continuer à favoriser la force de l'argent et du profit aux dépens du bien commun et de la nature? Aujourd'hui, la Confédération, c'est ce qu'elle essaye de nous faire croire. Qu'on arrive à tout faire. Et je vais vous donner un exemple. Je sais pas. Alors j'ai un exemple. Je suis un magicien. Voilà. Vous voyez ce câble? Je l'ai acheté il y a 4 ans. J'ai acheté ça 24 francs dans une société qui a fait fortune sur une société suisse qui a fait fortune M-Tronic ou je sais pas. Donc, c'est marqué Nokia dessus. C'est sur mon Nokia, il n'a rien fait. Ça a été fait en Chine, 1,50 franc. Pensez-vous, 1,50 jusqu'à 25 francs. Il n'y a aucune discussion sur l'impact social, environnemental, écologique pour ce multiple de 500 ou 600 fois de gains sur ce produit-là. Il n'y a aucune discussion dans notre société. Par contre, le litre de lait, essayer d'avoir un litre de lait équitable en Suisse, c'est compliqué. Et quand on est dans une telle dystropie, comment veut-on construire un avenir durable? Et on n'arrête pas de dire durable partout.
agroécologie, on utilise des mots comme des mantras. On se le répète à tout bout de champ pour croire que ça va arriver. Et on n'est pas sur le bon chemin. Hein. Donc voilà, c'était l'exemple de ce cas, et il est foutu. Hein. Et puis Nokia, je ne peux rien lui demander. Hein. Par contre, moi qui fais du vin, si je prenais un vin argentin, puis je connais mon étiquette, ah ben alors là, je peux vous dire, j'ai déjà tellement de contrôle, ça ne passerait pas. Hein. Donc nous, on nous demande de faire du durable, de faire de l'écologie, de faire du social, avec un cahier des charges monstrueux, et puis derrière, quand ça vient derrière, c'est open bar. Et là, c'est là qu'on voit que... C'est pour ça que j'ai posé la question à Dominique de la FAO. Aujourd'hui, il n'y a plus d'imaginaire chez nos dirigeants. Hein. Notre société a été construite pour avoir des gestionnaires. En haut de toutes les sphères du pouvoir, ce sont des gestionnaires. Nous n'avons plus de visionnaires. Et ça, c'est normal. Parce que si vous prenez par exemple Churchill, qui a dirigé l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez pourquoi il a eu cette place? Pourquoi il a pu à un moment donné prendre en main la destinée de l'Angleterre? Non, parce que personne n'a voulu la place. Vu qu'on était en crise. C'est-à-dire si on ne fait rien, on va devoir attendre une crise, parce que là on va les cumuler, hein, pour que les gestionnaires qui sont tellement en train de patauger, qu'ils vont dire non, on n'y va pas. Et puis c'est là, seulement à ce moment-là, qu'il y aura ce changement de passer à marcher sur la tête, à essayer de se remettre sur les pieds. Parce que c'est la visuelle, ça. Et puis, tout ça pour en revenir, puis après je ne dis plus rien, à la question dont on a élaboré... Ouais, non, je voulais juste encore dire un petit truc. Pour revenir justement au marché. Et puis, parce que je trouve que c'est une superbe expérience. C'est pas là. Mais je ne veux pas la rater, ça. Ouais, mais j'ai par cœur. Si on prend, il y a 25 ans, je veux dire, la Coop et la Migros ont mis une pression énorme sur les producteurs horticoles en Suisse. Et on est passé de, je ne sais pas, 45 à 50% de fleurs suisses. Hein. Moi, j'avais plein de copains qui faisaient des roses, qui faisaient plein de fleurs. Ça a tout arrêté. À Genève, on était un des cantons qui produisait comme pas mal de fleurs. Hein. Et là, aujourd'hui, notre situation, c'est que ça vient du Kenya, d'Amérique latine, hein, par avion. Les fleurs suisses ne représentent plus que 3% du marché. Et le FAG, elle a fait quoi pour défendre cette part de production intérieure? C'est une question que je pose. Et là, vraiment, c'est la fleur est l'élément essentiel. Je pense que c'est un exemple tellement fort. Chaque fois que je vois des roses, je dis, mais c'est terrible, c'est chargé de pesticides, c'est fait n'importe comment, ça détruit des sociétés en Amérique latine et au Kenya, mais par contre, là, on n'est que dans un discours, on va vers un monde meilleur, mais on ne va rien changer. Et je ne pense pas qu'on est... c'est pour ça que c'est important qu'on parte d'en bas, de la Touvière, de nos fermes, à se fédérer, à monter des projets. Parce que je ne vois aucun signe aujourd'hui de l'administration et des grosses entreprises de vouloir faire un pas dans un autre sens. C'est pour ça qu'on parle du projet. Je voudrais changer la question. Toi, tu dis que tu ne vois aucune voie, comment ça va changer. Je voudrais prendre l'opportunité de la présence de Saskia pour demander, mais vu qu'on a cette stratégie climatique, qu'est-ce que la Confédération ils peuvent faire ou ils pensent faire? C'est magnifique. Quoi, c'est magnifique? Je vais pouvoir l'entendre avec grand plaisir. En l'autre? J'espère que je n'ai pas été trop... Non, parce qu'ils ont besoin aussi de l'aide, des citoyennes et citoyens avec des idées et des motivations, non?
C'est une grande question. Bon, c'est la stratégie. J'ai amené quelques exemplaires. Il y a beaucoup de mesures dedans qui sont surtout pour l'administration, mais c'est clair que sans l'engagement de tous les acteurs, de tous les secteurs qui sont concernés, c'est pas possible d'atteindre ces objectifs. Donc il y a vraiment, on a besoin de l'engagement de tous et toutes. Moi j'avais prévu quelque chose à la lumière, mais par rapport à ce plan de climat, j'ai plusieurs questions. C'est l'application de ce plan va-t-il entraîner plus d'experts et plus de fonctionnaires à l'OFAG et encore moins de paysans? Ou le contraire, ce qui serait un changement majeur dans la transition écologique? Est-ce que le trading de matières premières agricoles est concerné par le plan climat? Est-ce que la FIMA a élaboré un plan climat pour réguler les investissements bancaires concernant son impact majeur sur le climat? C'est ce qui m'est venu quand on m'a parlé qu'il y avait un plan climat à le faire. Vous l'avez vu? Non, justement, je n'ai pas lu. C'est des questions. Par rapport à mes questions, sûrement que vous avez les réponses, vu que vous devez connaître bien le contenu de ce document. Moi, je trouve que les objectifs et la vision de la stratégie sont très bien. sont vraiment, oui, ça donne vraiment une bonne vision. Mais puis bon, alors on va faire les mesures et voir si ces mesures ont vraiment l'impact dont on a besoin pour ces objectifs. Et ça, c'est maintenant le grand défi de vraiment aussi voir si ces objectifs, oui, s'ils ont l'impact qu'on veut, qu'on a besoin, et puis de faire les autres mesures si on voit qu'il faut changer le plan d'action. Peut-être que c'est pas suffisant. Mais merci, mais juste une question. Vous pensez que ça vous peut permettre qu'il y ait plus de paysans en Suisse dans le futur? Si ce plan d'action... Oui. Parce qu'actuellement, il y a 3 fermes qui disparaissent par jour. Donc, si à un moment donné, il ne reste plus que le FAG et puis qu'il n'y a plus de paysans, ça serait bien qu'avant qu'il n'y ait plus de paysans, on arrive à mettre en place quelque chose où on se redise, c'est de nouveau un métier d'avenir, où les gens ont envie de le faire pour le bien commun, et puis on puisse créer des structures, développer un commerce où on se fait rétribuer d'un juste prix pour notre travail. Parce que on peut... De sauver le climat sans sauver les paysans, je ne sais pas si c'est vraiment possible, je ne m'en rends pas compte. Je pense qu'il y a des questions qui sont plus grandes que cette stratégie, parce que c'est plutôt des questions de toute la politique agricole plus grande qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions ouvertes. Merci beaucoup. Par rapport à ça, la production agricole antérieure aujourd'hui, elle contribue à combien de pourcentage de l'alimentation? En Suisse, on arrive à nourrir combien de pourcentage de la population? 56%. 56? Oui, c'est des calories, non? Environ. En moyenne, aujourd'hui, la production suisse nourrit 50%, offre 50% des produits pour l'alimentation suisse. Alors que dans les années 70, on était à 70%. Mais en 70% pour 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, 50% pour 9 millions d'habitants. On voit que potentiellement, la production suisse
au cours des 50 dernières années, s'est développé en efficacité par rapport à la nutrition humaine et animale. Justement, on voulait dire quelque chose à la stratégie climat. J'ai eu l'occasion de lire parce que j'avais un long trajet jusqu'ici. Donc, oui, ça me semble très bien, très créatif aussi, les idées qu'on a développées, mais c'est finalement sous le contexte politique que tous les efforts, on ne veut pas forcer le consommateur, on veut lui laisser la liberté du choix des produits. Et c'est vraiment ça qui limite pour l'agriculture suisse les possibilités de la vente. C'est assumé, en fait, le texte, c'est vraiment qu'ils assument leur part de responsabilité. C'est-à-dire, on met sur l'individu, de nouveau, comme toutes les politiques en Suisse, la responsabilité individuelle. Régulièrement, il y a des gens pour qui c'est. Enfin, dans notre école, on a fait des études sur comment vous choisissez votre aliment, si vous voulez. Et sincèrement, l'environnement, tout ça, la bonne rémunération, c'est pas une préoccupation des Suisses. C'est leur santé éventuellement, etc. Donc si on attend que les gens changent juste avec comme ils pensent les Suisses aujourd'hui, on ne va pas y arriver. Et si on a toujours des politiques qui sont en lien avec la responsabilité individuelle, ça va être compliqué de changer les systèmes. Oui. Je trouve que c'est magnifique. C'est très pertinent ce que vous dites. En fait, si on regarde d'une façon claire, c'est que les politiques, ils ont démissionné. C'est-à-dire qu'ils ne font plus appel aux citoyens pour prendre des décisions, ils font appel aux consommateurs. C'est-à-dire que le citoyen qui devrait permettre aux politiques de mettre des règles, il est mis hors jeu. On lui dit, de toute façon, c'est le système, de toute façon, c'est Europe, c'est la mondialisation, c'est les accords. Voilà, on fait venir de l'huile de palme, on fait des machins, l'or, il vient n'importe comment, les diamants, la même chose. Voilà, on fait partie d'un tout. Et puis là, on va pas mettre de règles. C'est ça le libre marché. C'est un monde marchand. Pas de règles pour les marchands. Par contre, moi, chaque fois que je passe à la frontière avec 500 kilos de blé, j'ai 2 douaniers qui sont là, puis qui me disent ah, c'est papier, c'est en ordre. Je dois vite téléphoner à mon fils. Et avant, c'était pas du tout comme ça. Il y a une pression aujourd'hui sur la production locale, le suivi et tout ça, ce qui est énorme. Et par contre, ce qui vient d'ailleurs, c'est vraiment le libre marché, il porte bien son nom. Hein. Donc, et ça, aujourd'hui, on est dans une croyance. On est dans une croyance qui naît, où notre société est incapable, c'est pour ça que je parlais qu'il faut imaginer notre récit, est incapable de penser autrement que le système qui est en place. Donc on est en train d'essayer de changer le système sans changer de système. Et ce qui fait qu'on tourne comme un hamster dans sa roue depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on tourne dans une roue, ce qui fait que il y a plein de décisions qui sont prises pour que rien ne change. Et le seul élément qui est terrible, c'est la nature. Parce qu'il nous rappelle obstinément que c'est en train de se dégrader, c'est en train de se réchauffer, que tous les pics, tous les éléments sont en train de grimper. On consomme toujours plus d'essence, et on vient de décider quand même de ne pas taxer le kérosène. C'est pas il y a 20 ans. C'est en début d'année, le Conseil national a décidé de ne pas rentrer en matière pour taxer le kérosène. Donc, c'est le consommateur qui doit décider tout le temps. Et c'est pour ça qu'on va vers la barbarie. On va gentiment vers la barbarie. Je t'interromps, mais parce que moi, ce qui me vient aussi dans tout ça, c'est une forme de responsabilité. Tu l'as bien dit, Sabine, on met la responsabilité sur le consommateur, mais c'est là où l'État et les politiques doivent reprendre justement leur responsabilité, c'est de nous enseigner et d'enseigner le consommateur. Parce que là, ce qui se ressort, c'est beaucoup aussi un manque de connaissances, d'informations. L'exemple des fleurs est excellent, parce que finalement, le consommateur croit faire plaisir, on achète des fleurs pour faire plaisir, mais derrière tout ce qui se passe, et le consommateur, il n'est pas du tout au courant de tout ce qui se passe. Dans la nutrition, on est toujours confronté à ça non plus. Aussi, quoi. Le consommateur, il consomme comme ça, mais il n'a aucune idée de l'impact. Non, mais personne ne savoir.
Et là, il y a un rôle de la politique de santé publique, de l'éducation dans les écoles, et chacun ici, je pense, le fait à son niveau, Emma dans son atelier, toi dans l'école à la ferme, mais c'est vraiment cet enseignement qui manque. Oui, mais le souci, l'école à la ferme, les classes ne viennent plus parce qu'ils n'ont plus de budget. Et pire, on ne se rend pas compte de la violence du système. On est un système avec une violence inouïe. Parce que la question qui est posée aujourd'hui, si c'était des roses suisses, je m'achèterais 3 roses. Là, j'ai un bouquet de roses de 15 roses. En fait, on est comme des enfants. Et l'État et le politique nous traitent comme des enfants. Faites-vous plaisir. Et on est vraiment dans cette tension énorme. C'est que tu as le producteur qui, avec ses 3 roses, ben c'est des roses d'ici, et machin, elles sont bio et tout. Puis tu as le machin à 15 balles. C'est comme toute la consommation. Moi, je mangeais du saumon 2 fois dans l'année parce que c'était un produit de luxe. Et maintenant, on a le droit, tout le monde a le droit à tout, mais on met plus de valeur nulle part. Aujourd'hui, on arrive. Et c'est pour ça que les gens qui sont en lien avec la terre, qui ont même un jardin et tout, arrivent à nous entendre parce qu'ils savent ce que c'est que la valeur du travail. Aujourd'hui, en Suisse, il n'y a plus que la valeur de l'art. Le toute dernier vote, parce qu'après, il faut vraiment aller manger. Toi, tu voulais aussi dire quelque chose encore, Nicolas? Non, c'était pas ça. Non. Il faut vraiment, parce que là, le déjeuner, il est fini. Et puis, même ici, la discussion, elle peut continuer volontiers autour d'un repas qui est fait avec des produits de la toulière. Et puis, il y a le blanc du légume dans un plat et le vert du légume dans un autre, etc. Alors, moi aussi, après, j'ai un petit positif, c'est quand même, on a voté le droit à l'alimentation, on a tous accepté avec une large majorité aux gens, enfin ceux qui votent sur le net, et avec Léa, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, on fait partie de la commission de pilotage pour la mise en place de ce droit. Actuellement, moi je suis dans le groupe 3, qui est celui de la consommation, et on est en train de faire un état des lieux, et il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement bien faites à Genève par rapport à l'éducation, par rapport à déjà des recommandations, par exemple sur la restauration dans les institutions publiques, qui a mis en place vraiment des recommandations en termes de durabilité, de comment on doit faire un apéro dans le cadre des institutions étatiques, par exemple, ou des repas sont extrêmement bien faits. Donc il y a plein de choses qui sont en place, c'était un peu pour donner un côté positif et pas nous tomber trop pour le repas. Alors je vais les faire aussi un côté positif. Parce que, non, moi je suis un homme hyper optimiste et je pense que c'est justement c'est dans l'action de la joie d'être présent au monde qu'on donne sens à nos vies. Et la synthèse un petit peu de ce qu'on a essayé de partager avec vous, c'est parfois, en se questionnant sans chercher de réponse, on peut se sentir plus éclairé. Le jour où nous serons prêts à assumer les réponses à ce type de questions, nous serons prêts à l'écouter. En donnant sa juste valeur à l'alimentation, aux paysans et à la nature, ce sera possible. Merci à vous.